Chers amis, chaque dernier dimanche d'avril, nous nous réunissons pour commémorer le souvenir des victimes de la Seconde Guerre mondiale qui ont souffert ou succombé en déportation. Cette journée nationale du souvenir rend hommage, comme cela avait été voulu lors de son instauration, à toutes les victimes et à tous les héros de la barbarie nazie, qu'il s'agisse des résistants de notre pays, des juifs, des tziganes, des homosexuels ou de ceux qualifiés d'asociaux, qu'ils aient connu les camps de détention, d'internement, de travail ou d'extermination. Alors que Auschwitz était libéré le 27 janvier 1945 par l'Armée rouge, ceux de Buchenwald et de Dachau ne l'étaient qu'en avril par les Américains. L'impensable éclatait à la face du monde, tellement inimaginable d'ailleurs que nombreux furent les rescapés qui se turent, incapables qu'ils étaient de témoigner de l'indicible. À chaque évocation de ces moments ténébreux de notre histoire, les mêmes questions reviennent pour savoir si on savait qui et à partir de quand. La seule certitude est que l'homme devenu bourreau possède un effroyable talent pour persécuter son semblable, piétiner sa dignité, aller jusqu'à l'exclure de l'humanité. De même, se pose la lancinante question de savoir si le calvaire des camps aura au moins permis à l'humanité d'en tirer des leçons et de devenir meilleure. Assurément non, si on regarde tous les drames arrivés depuis. S'il n'est pas devenu meilleur, l'homme est, par contre, probablement devenu plus sage, si l'on se réfère au miracle de la construction européenne et à l'incroyable réconciliation franco-allemande qui l'a précédée. Le respect que nous devons au général de Gaulle et au chancelier Adenauer est immense. Paix à leur âme. L'histoire du monde est jalonnée de massacres et de conflits, ayant abouti à l'extermination d'hommes, de femmes et d'enfants dont la religion, l'ethnie ou la prétendue race ne convenaient pas à certains. Mais avant la Shoah, rien ne laissait imaginer qu'un peuple civilisé, plutôt cultivé, aimant la musique et la nature, lisant Goethe et Schiller, aurait pu permettre à une fraction d'entre eux de mener à bien le projet génocidaire que l'on connaît. Cela dépasse l'entendement. Pourtant, nous avons connu le génocide arménien, les goulags et éliminations de masse de la Russie soviétique, le massacre de Katyn, les camps de la mort des Khmers rouges au Cambodge, le génocide rwandais et les tueries dans les Balkans. À chaque fois, nous avons tous clamé « plus jamais ça ». Et pourtant, l'histoire ne cesse de se répéter. Une interview m'a beaucoup frappé lors d'une émission télévisée portant sur l'implication des SS pendant la guerre. L'interview était celle d'un homme de 75-80 ans qui devait en avoir une vingtaine à l'époque, où il collaborait à la solution finale dans un camp d'extermination. Quand la question lui a été posée de savoir si cela ne déclenchait pas chez lui une certaine émotion de devoir également envoyer à la mort des enfants, sa réponse, à la fois glaçante et sincère, a été la suivante. Non, parce que les enfants, comme tous les juifs, étaient un danger pour la nation, il fallait aussi les éliminer. Et quand il lui a été demandé pourquoi, il a répondu « C'est ce que j'avais toujours entendu dire ». Il a ensuite expliqué comment il avait pris conscience, après la guerre, de ce à quoi il avait œuvré. C'est la première fois que j'entendais un tel témoignage. Si j'avais allumé la télévision à ce moment-là, sans son et sans savoir de quoi il s'agissait, cet homme m'aurait donné l'impression de quelqu'un d'ordinaire, si l'on peut dire. Alors qu'il était ému à l'époque par un soi-disant idéal de pureté, de domination, incapable de distinguer le bien du mal. Cet homme voyait le monde avec le prisme d'une doctrine mortifère, selon laquelle, sur cette terre, certains peuvent prétendre à vivre et à prospérer, tandis que d'autres ne seraient là que pour les servir ou pour mourir. Quel système politico-éducatif a pu fabriquer un tel homme, totalement privé d'empathie et de compassion, foulant aux pieds les libertés individuelles, prônant les inégalités et attisant la haine de l'autre? En bref, quelqu'un pratiquant exactement l'inverse des valeurs républicaines figurant au fronton de nos mairies. La question de savoir comment des hommes ont pu se laisser transformer en monstres renvoie à celle consistant à comprendre comment ces mêmes hommes ont pu se laisser dériver jusqu'à favoriser l'émergence du régime nazi et l'accession de Hitler au pouvoir, fermer les yeux devant les premiers sévices infligés aux Juifs,
confier leurs enfants aux jeunesses hitlériennes, tolérer les autodafés de livres, rester muets devant l'incendie du Reichstag et participer à ce que l'on sait. La réponse est d'une simplicité effrayante. Chaque fois que l'état de droit est malmené et que les valeurs universelles de notre civilisation ne sont plus enseignées, le poison de la dictature s'infiltre et l'édifice démocratique se met à chanceler. C'est de cette façon que le destin s'est mis en route dans l'Allemagne nazie des années 30. Le temps des imposteurs et des thèses obscurantistes revient alors au galop. Les gens s'interrogent beaucoup, mais n'expriment rien. Le discernement s'estompe. Les libertés individuelles ne sont plus qu'un souvenir, et le courage, une vertu dépassée. Alors, le torrent du totalitarisme déferle et emporte tout sur son passage. Il est devenu trop tard pour regretter. La résignation et la peur enveloppent tout. Il me semble très important, à un moment où, en France, certaines factions tentent de fissurer la cohésion nationale, soit en déboulonnant les symboles de notre histoire, soit en attisant la haine de l'autre en raison de ce qu'il est, de rappeler que notre principal ennemi, c'est d'abord l'indifférence, c'est-à-dire l'approbation muette d'événements dont nous allons finir par être les victimes. De même que le concept de race, l'antisémitisme se refait actuellement un chemin dans notre pays, soit de façon ouverte, soit de façon plus sournoise, en se drapant des oripeaux d'un prétendu antisionisme qu'il conviendrait de promouvoir au nom de prises de position politiques fallacieuses. À l'attention de celles et ceux qui pourraient penser que cette hostilité à l'égard des Juifs ne les concernerait pas vraiment, faut-il rappeler que l'antisémitisme précède toujours la haine de l'autre. Si d'aventure vos pas vous conduisaient en Alsace, peut-être entendrez-vous, au sein de la majestueuse et mystérieuse forêt vosgienne, l'écho étouffé de cris lointains. Ces cris sont ceux des souffrances ultimes infligées aux détenus du Struthof, seul camp de concentration construit par les nazis en France. Alors, arrêtez-vous et recueillez-vous, en mémoire de tous ceux qui ont été martyrisés. Situé à 800 mètres d'altitude, sur le versant nord du massif vosgien, près de Strasbourg, et complété par un réseau de 70 lieux de détentions annexes, le Struthof n'a rien à envier, si l'on peut employer cette expression, aux autres camps plus connus du Reich. Si le nombre de sacrifiés y était moins important qu'ailleurs, le degré d'horreur a bien été le même. C'est là, notamment, qu'ont été massacrés les membres d'un réseau de résistance très important dans cette région de la France, le réseau Alliance. Je conclurai en citant cette phrase d'Elie Wiesel que nous devrions tous et toujours avoir à l'esprit. L'opposé de la vie n'est pas la mort, mais l'indifférence à la vie et à la mort. Tout est dit dans cette phrase simple. Honorons donc les morts et formons des vœux pour les vivants. Vive la France, vive les valeurs qui nous réunissent.